Les civils, les réfugiés Tutsis qui envahissent le Rwanda et qui viennent donc de l'Ouganda par le nord, sont regroupés via un mouvement politique armé dont le seul but c'est de revenir s'installer au Rwanda. Ce mouvement politique armé s'appelle le Front patriotique rwandais. Ils vont se battre contre qui? Eh bien contre les forces armées rwandaises, qui sont en fait principalement des Hutus et qui composent l'armée régulière du Rwanda. Nous avons donc, si on veut schématiser, des Tutsis contre des Hutus, FPR contre FAR. Dès les premiers instants de la guerre civile, la Belgique et la France vont envoyer au Rwanda des militaires, mais pour deux raisons relativement différentes. Les Belges vont au Rwanda, mais c'est uniquement pour récupérer leurs propres ressortissants. C'est pour sauver les citoyens belges et pour les ramener au pays. Alors les Français vont faire la même chose avec leurs propres ressortissants, mais à la différence de la Belgique, eux vont rester sur place. C'est-à-dire qu'ils vont apporter leur soutien aux forces armées rwandaises du président Habyarimana. En plus de l'armée de l'intérieur, donc des forces armées rwandaises, la France va également créer et former ce qu'on appelle des milices. Donc ce seront des gens, des civils qui vont devenir comme des policiers, si vous voulez, qui sont en tout cas chargés de venir en appui de l'armée, mais pour protéger l'intérieur du pays. Donc ce sont des milices que l'on va former, mais que l'on va également armer de manière plus ou moins légère. Donc on ne va pas les armer avec des gilets pare-balles, des casques et des mitraillettes, etc. Non, ce seront des gens qui seront équipés principalement de machettes et de morceaux de bois, souvent avec des clous sur le dessus, qui seront des armes en fait qui vont jouer un rôle sinistre pendant le génocide. Les milices les plus connues, ce sont celles qu'on appelle les Interahamwe, ce qui veut dire dans la langue, dans le dialecte rwandais, ce qui veut dire ceux qui combattent ensemble. Les organisations internationales, donc l'ONU, décident de se mêler aussi du conflit et ils vont convoquer le président Juvenal Habyarimana dans une ville qui se trouve en Tanzanie, dans le pays à côté, qui s'appelle donc la ville d'Arusha. Les forces internationales vont donc mettre la pression sur le gouvernement rwandais pour que l'on puisse instaurer une paix dans le pays. Donc le FPR et le FAR acceptent de faire un cessez-le-feu, donc il y a donc une trêve dans les combats, et à Arusha, on va essayer de maintenir cette paix de manière durable. Il y a certains accords qui sont donc trouvés, et dans ces accords, eh bien, l'ONU stipule notamment que les réfugiés Tutsis peuvent revenir au Rwanda, mais également que le président, le parti politique du président, doit dorénavant partager le pouvoir avec d'autres partis politiques. Alors, en 1992, effectivement, le multipartisme arrive au Rwanda et d'autres partis politiques, qui sont en général des partis composés aussi de Hutus, mais ce ne sont pas des Hutus extrémistes. On les appelle des Hutus modérés, qui sont pour la démocratie et qui ne s'opposent pas, eux, au retour donc, de ces réfugiés Tutsis. En échange de quoi l'ONU, en fait, pour que la paix puisse être maintenue, eh bien, l'ONU propose au Rwanda de lui apporter différents militaires étrangers. Ce seront donc des casques bleus. Ce sont des militaires qui viendront du Bangladesh, de Tunisie, du Togo, et le contingent principal sera constitué de Belges. L'ONU estime que pour mener à bien cette mission, la Belgique doit envoyer 800 soldats en permanence sur place. 800 soldats, c'est énorme. Ça ne veut pas dire 800 personnes. Il y a des systèmes de rotation, etc. Il faut les former, il faut les équiper, il faut les véhiculer, etc. Donc ça représente peut-être 2500, 3000 personnes qui travaillent pour l'armée. Et il faut savoir qu'au même moment, la Belgique est aussi engagée dans d'autres conflits armés en Somalie et en ex-Yougoslavie. Ce qui veut dire que la Belgique ne sait pas fournir 800 soldats. Elle accepte la mission, mais en ne promettant que
370 soldats sur place. Ce sera le bataillon Kibat, donc le Kigali Battalion. Donc ils sont chargés de contrôler et oui, ils sont chargés donc de contrôler la ville de Kigali et principalement son aéroport. La Belgique va très mal gérer cet épisode. Ils vont envoyer des officiers qui ne sont quasiment, pour la plupart, jamais partis en mission. Ils sont assis sur une poudrière, mais ne s'en rendent pas compte. Il y a à ce moment-là une propagande anti-Tutsi qui est faite dans quasiment tous les médias du pays, et notamment à la radio. Il y a une radio très célèbre qui s'appelle la radio des Mille Collines, qui, toute la journée, mais dans le dialecte du Rwanda, eh bien, prévenait, commençait à dire qu'il faut effectivement massacrer les Tutsis, que les Tutsis ne sont plus des êtres vivants, ce sont des cafards, ce sont des cancrelats, ce sont des serpents qu'il va bientôt falloir massacrer. Et l'armée belge est également visée. Alors l'armée belge a des traducteurs, mais les traducteurs ne font pas leur boulot, et si un jour ils entendent effectivement qu'on se moque d'eux ou qu'on s'en prend à eux, eh bien ils ne prennent pas ça véritablement au sérieux. De plus, on a l'impression, les Hutus ont l'impression que l'armée belge a pris parti pour les Tutsis. Donc ce qui effectivement ne fait qu'aggraver la situation. Les Belges s'appellent eux-mêmes, lorsqu'ils font des patrouilles Coca-Cola. Quand je dis qu'ils sont très mal organisés, c'est les hélicoptères sont par exemple d'un côté de la ville, mais les pilotes sont de l'autre côté. La plupart des patrouilles se font sans protection, telles que des casques, des gilets pare-balles, ce genre de choses. Et parfois, les armes ne sont même pas chargées. En 1993, la situation dans le pays voisin va jouer un rôle très important. C'est-à-dire qu'au Burundi, nous sommes plus ou moins dans la même configuration de pays, avec des Hutus et des Tutsis. Et des extrémistes Tutsis vont commettre un attentat et assassiner le président du Burundi, qui était un président Hutu, mais qui avait été élu de manière démocratique. Alors évidemment, la propagande des extrémistes Hutus au Rwanda vont profiter de cette situation pour dire, voilà, regardez ce qui s'est passé au Burundi, les Tutsis ont tué un président Hutu, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas leur faire confiance. En gros, si on ne les tue pas, c'est eux qui vont nous tuer. Et la population extrémiste Hutu, à ce moment-là, est prête effectivement à massacrer les Tutsis. Ce qui mettra le feu aux poudres, eh bien, c'est en fait l'assassinat, l'attentat contre le président Habyarimana. Nous sommes en avril 1994. Il est une nouvelle fois convoqué à Arusha, en Tanzanie, pour une réunion internationale avec l'ONU. Et lorsqu'il rentre au Rwanda, son avion est pris pour cible par 2 missiles qui démarrent d'une région proche de l'aéroport. On pense d'ailleurs à ce moment-là que ce sont les Belges qui ont tiré sur l'avion du président, ce qui sera démenti de manière sûre et certaine selon une enquête balistique britannique officielle. Les missiles partiront en fait de la résidence du président Habyarimana. Son entourage proche est extrémiste de chez extrémiste et on suppose que ce sont ses proches eux-mêmes qui se sont débarrassés du président qui avait tendance à peut-être trop donner à l'ONU en fonction de ce qu'il demandait. Toujours est-il que le crash du président Habyarimana, comme je le disais, va mettre le feu aux poudres. Et la preuve que les Belges ne s'y attendaient pas, c'est que le 3 avril, c'est-à-dire 3 jours avant, un paracommando belge écrit à sa famille, envoie une carte à sa famille. Je vous propose de l'écouter. C'est sa sœur, Martine Debatty, qui va lire cette carte et vous vous rendrez compte que les Belges étaient loin de se douter de ce qui allait arriver. Chers parents, je ne sais vraiment pas quoi vous raconter, car ici,
il ne se passe rien. Nous sommes installés dans une grande villa avec 2 salles de bain et nous sommes totalement indépendants. Nous avons même notre propre cuistot. En résumé, c'est presque les vacances. Tout cela change de la Somalie, car en plus, ici, tout le monde est armé. Du moins ceux qui font partie d'une quelconque milice. Comique, non? Et nous, dans tout ça, on fait l'arbitre. Bon, je vous laisse, car dans 2 minutes, je vais devoir changer les fréquences. Je vous fais un gros bisou à tous. Alain. La veille, on savait très bien que quelque chose se passait au Rwanda, puisqu'il y avait eu des annonces en disant qu'on avait abattu l'avion du président Habyarimana. Mais pour nous, dans notre tête, tout allait bien se passer, puisqu'ils étaient casques bleus, et finalement, on n'avait rien à voir là-dedans. Et puis, voilà, on s'est couché tout à fait rassuré, en tout cas pour notre famille. Et puis, vers 3 heures du matin, un militaire est venu frapper à notre porte et nous annoncer qu'ils avaient été emprisonnés, emmenés dans un camp et exécutés. Et puis, silence radio. Dès que l'avion du président est abattu, directement la propagande Hutu fait son travail. Et directement, l'ordre est donné sur les ondes de s'en prendre aux Tutsis. Donc le massacre des Tutsis va commencer, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a également des Hutus modérés qui vont être éliminés. C'est-à-dire tous ces gens qui pourraient s'opposer en fait au génocide et qui font notamment partie du gouvernement. Donc directement, des ministres Hutus modérés sont assassinés. La première ministre, Agathe Uwilingiyimana, exactement, est une Hutu modérée. Lorsqu'elle se rend compte de la situation, elle veut se rendre dans une radio nationale, une radio officielle, prendre la parole pour calmer les esprits. Elle demande alors l'aide de l'armée belge. L'armée belge lui envoie une escorte composée de 10 paracommandos belges ainsi que de 4 paracommandos togolais. Lorsqu'ils arrivent à la résidence de la première ministre, directement, ils essuient un échange, il va se passer un échange de tirs, ils vont se réfugier dans la résidence, ils vont parvenir à faire s'évader la première ministre ainsi que son époux et ses enfants via la clôture qui donne donc chez les voisins. Malheureusement, ils seront rattrapés par les forces armées rwandaises, la première ministre sera massacrée ainsi que le reste de sa famille. À ce moment-là, un major officiel, le major Ntouyaga, s'adresse au casque bleu belge et dit « Écoutez, vous pouvez baisser les armes, ce n'est pas vous qui êtes visés, vous baissez les armes et nous allons vous escorter jusque votre quartier général et nous vous demanderons de quitter le pays. » Après avoir demandé confirmation auprès de leur état-major, on dit qu'effectivement, vu que c'est un major qui leur demande, on peut leur faire confiance et ils peuvent déposer les armes pour revenir auprès de l'aéroport. Malheureusement, les Togolais, eux, seront envoyés auprès des leurs. Par contre, les 10 casques bleus belges, eux, seront amenés dans une base militaire tenue par les forces armées rwandaises et ils seront massacrés. C'était quelque chose de voulu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voulaient, c'est que la Belgique parte. La Belgique représentait encore un obstacle également contre ce génocide et il fallait s'en débarrasser. Et ça va marcher. Le gouvernement belge prend l'annonce du décès des 10 paras de manière brutale, c'est un choc, et ils se disent « Ok, on plie bagage et nous repartons ». 10 jours plus tard, effectivement, il n'y a plus un seul soldat belge sur le sol rwandais. Commence alors, à partir du 12 avril, le massacre systématique des Tutsis. Toutes les rues sont barricadées, cela suit toujours plus ou moins le même schéma. Lorsque les Tutsis sont rassemblés dans une église ou dans un hôpital ou dans une école, eh bien, on attaque à coups de grenades et à coups de mitraillettes le bâtiment. Ensuite, on envoie ces fameuses milices, les Interamwe, qui finissent le travail, si j'ose m'exprimer comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont massacrer les gens, principalement à la machette et à la masse en bois pourvue de clous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un génocide, c'est près de 800 000 Tutsis qui vont être massacrés. Ça représente 75% de la population civile des Tutsis de l'époque.
Je vous propose d'écouter un rescapé Tutsi qui va vous expliquer comment il a eu la vie sauve. Le 10, il y a un peloton qui tue systématiquement les Tutsis du quartier Kiovurunga. Nous sommes à peine une quinzaine de familles ou une dizaine. Ce n'est pas beaucoup de Tutsis qui habitaient le quartier prisé de Kigali, parce que c'était un quartier des autorités, voilà. Et donc, il y a un peloton qui tue systématiquement, qui a tué, nous le savons. Et malheureusement pour nous, le 10 avril, à plus ou moins 11h, 10h, 11h, voilà que notre maison est quadrillée par 7 militaires armés. Les militaires entrent chez moi et des 7, il y en a un qui me reconnaît et qui me retient. Et il me dit, monsieur, mais toi tu es Tutsi. Je fonds, je ne vous dirai pas, je fonds. Et il me dit, non, garde ton discours à toi. Ton oncle est mon enseignant, ton petit frère est un collègue. Nous savons qu'il est armé au FPR. Moi, je ne suis pas de ceux. Ce n'est pas moi qui va te tuer. Tu mourras de la main des autres. Continue ton langage. C'est pas moi aujourd'hui. Conséquence de ce génocide, eh bien, le cessez-le-feu va disparaître. C'est-à-dire que les combats entre le FPR et les forces armées rwandaises vont reprendre. Ces combats vont tourner à l'avantage du Front patriotique rwandais, c'est-à-dire des Tutsis. Moment interpellant, c'est à ce moment-là, effectivement, que la France demande à l'ONU pour lancer une mission humanitaire, pour lancer l'opération Turquoise. Effectivement, c'est une opération qui est encore aujourd'hui assez critiquée et floue. De un, par son timing, parce que pourquoi à ce moment-ci, au moment où les forces armées rwandaises sont sur le point de céder, que la France décide de lancer une opération humanitaire. C'est aussi interpellant parce que cette opération humanitaire consiste en la création d'une grande zone de sécurité, contrôlée donc par plusieurs milliers de militaires français. Et cette zone était destinée à mettre à l'abri toute personne civile, qu'elle soit Tutsi, mais également Hutu, parce que de nombreux civils Hutus vont craindre pour leur vie, vont craindre d'éventuelles représailles suite à ce qui s'est passé au niveau du génocide. Mais cette zone qui se trouve à côté du Congo va en fait également servir à ce que certains génocidaires puissent prendre la fuite. Et ça va se faire aussi sous le contrôle et quasiment sous la sécurité des soldats français. Donc certains génocidaires pourront quitter le Rwanda, rejoindre le Congo, qui était le Zaïre à l'époque, avec leurs armes, et ils vont, du côté congolais, eh bien, ils vont diriger et dominer la région, qui est la région du Kivu, et ils vont le faire forcément eh bien, dans la violence. C'est une région qui aujourd'hui connaît encore eh bien, de nombreux drames, notamment de nombreux viols perpétrés donc, par notamment d'anciens génocidaires, pour notamment contrôler certaines mines de coltan, qui est un matériau, qui est un minerai très important aujourd'hui pour nos téléphones, tablettes et autres ordinateurs. Toujours est-il, cette opération turquoise permettra quand même à des civils, effectivement, de pouvoir se réfugier. Et peu de temps après, eh bien, on estime que la guerre civile prend fin avec cette victoire du FPR. Aujourd'hui, d'ailleurs, le président Paul Kagame est un ancien militaire du FPR qui a participé à cette guerre civile. Reka tukurate tukuvugiribwi utubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira